Est-ce que vous aimez les animés avec des filles mignonnes, des lycées et de la romance? Cette saison-ci, vous voyez, une des séries les plus hype, c'est la deuxième saison de Kaguya-sama Love is War, dont la première partie était sortie en janvier 2019. Un animé qui a ça de particulier qu'il a effectivement été produit par A1 Pictures, mais qu'il n'a rien à voir ni avec Sword Art Online, ni avec ses 39 suites, que j'ai toujours pas vues. Comme énormément de séries ces temps-ci, Kaguya-sama est une adaptation de manga. C'est une comédie romantique publiée depuis 2015 qui raconte le quotidien de deux lycéens, Shirogane et Shinomiya, qui ont beau être particulièrement intelligents, restent des lycéens. Ils sont complètement fous l'un de l'autre, ça fait aucun espèce de doute. Mais tout le principe du truc, c'est que les relations amoureuses fonctionnent toutes sur un rapport de domination. Celui qui déclare ses sentiments en premier sera le dominé. C'est la scène d'ouverture du manga et de l'animé. Et aucun de ces deux personnages n'est prêt à faire le premier pas. Ça va même plus loin, parce que ce que ça met en scène et qui rend ça bien et intéressant, c'est que les deux là se tentent tout le temps des gros pièges et des sales jeux psychologiques de l'enfer. Ils en font des caisses en permanence, façon partie de tennis dans Death Note, vous voyez. C'est ponctué par leurs interactions avec d'autres personnages sympas qui évoluent dans le même lycée, comme Chika, une fille rigolote, Ayasaka, une fille moins rigolote, et Persona 3. Personne m'empêchera de penser que Yui Shigami, c'est pas le protagoniste de Persona 3. C'est complètement lui. Le truc très intéressant dans Kaguya-sama, et la raison pour laquelle j'ai hésité entre ce titre-là et Kaguya est confiné, c'est sa structure narrative. C'est très cloisonné. Dans le manga, ça raconte des petites scénettes de la vie quotidienne, d'en général un chapitre qui se suffit à lui-même. En général, dans le même environnement fermé. Le fameux bureau du conseil des élèves, là, sur lequel il y a un très joli plan panoramique dans l'épisode 1. Et on va même aller plus loin, parce que, mesdames et messieurs, j'ai compté. À l'heure où j'écris, il y a quelque chose comme 185 chapitres du manga. Il y en a à peu près un qui sort par semaine. En parallèle, la première saison de l'animé fait 12 épisodes, et va jusqu'au chapitre 46. Ça fait pas beaucoup, mais bref. Le schéma normal d'un épisode de l'animé, il est la plupart du temps divisé en 3 petits segments d'environ 7 minutes qui reprennent plus ou moins un chapitre du manga à chaque fois. Il y a des petites variations et on va y revenir, mais techniquement c'est ça. Sur ces 46 chapitres, dans le manga, il y en a 36 qui se passent dans le même huis clos. Et sur la petite dizaine que j'ai mis de côté, en général, l'action bouge pas des masses non plus. Et pas nécessairement dans le bureau, mais dans tous les cas, peu importe là où t'es, c'est presque toujours fermé. Dans l'animé, c'est exactement pareil, encore que ce soit pas tout à fait les mêmes histoires. En 12 épisodes, j'ai compté un truc comme un petit peu moins de 40 scénettes et 29 se passent dans le même bureau, complètement fermé. Je pense que j'aime bien cet animé parce que je m'identifie bien. Lui aussi, il est complètement confiné et il voit pas des masses la lumière du jour. Par contre, il y a un truc très curieux que j'ai remarqué en comptant les chapitres. On ne trouve dans la saison 1 de l'animé quasiment aucun des passages qui parlent ouvertement de sexualité, comme le 14 dans lequel on voit que les deux y pensent quand même bien, ou le 22 dans lequel on découvre carrément une nouvelle facette de la personnalité de Chika. Dévore-moi STP Kudasai. Au niveau du rythme, c'est vraiment pas mal du tout. On enchaîne les segments les uns avec les autres, mais au fil du temps, il y a de plus en plus de petits trucs qui viennent solidifier une chronologie. Le développement de personnages se fait à partir de l'épisode 8, et c'est là que ce qui se raconte commence vraiment à se suivre. Chaque petite scénette devient la conséquence de la précédente, à l'exception d'une histoire avec des ramen, une fois. Itadaki miam les pattes. Il y a un vrai jeu avec la structure qui prend tout son sens à l'épisode 12, que je vais pas vous montrer parce que c'est le dernier et ce serait du spoil, et je suis pas un fils de pute. Le vrai gros point fort de l'anime Kaguya-sama, ça aurait été de pouvoir se détacher du manga. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, souvent il en est extrêmement proche et c'est un petit peu perturbant quand on le lit à côté. Mais il y a une vraie esthétique de la surenchère et des gros plans qui prend super bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un truc comme 75% de l'anime et de cette partie-là du manga se passe en huis clos, bien fermé. Ce que l'anime cultive et qui se ressent un peu moins dans le manga selon moi, c'est toute une esthétique super bien pensée autour du jeu de gros plans et de la question de la lumière par exemple. Si je devais sortir un exemple en particulier, c'est un truc qu'on ressent vraiment bien devant quelques plans de l'épisode 10. C'est vrai pour toute la série globalement, mais on peut vraiment saluer le travail de photographie. La lumière crée une atmosphère qu'on trouve pas tellement dans le manga. L'ultime avantage de l'anime sur le manga, c'est la couleur, oui déjà, et aussi le mouvement. Pour ce qui est de la couleur, j'y reviens. Mais pour ce qui est de l'animation, Kaguya-sama est un animé réalisé par Shinichi Omata, crédité en tant que Mamoru Takeyama au générique. Un animateur qu'on connaissait avant ça, notamment pour sa collaboration avec le studio Shaft, sur des animés autour de 2010 comme Madoka ou Arakawa Under the Bridge, sur lesquels il avait déjà dirigé des épisodes. Et quand on est comme moi un weeb nostalgique, on peut le voir dans les épisodes storyboardés par Takeyama, genre l'épisode 3 ou l'épisode 6. C'est très épuré, c'est vraiment élégant. Dans l'idée et dans la manière dont c'est mis à l'écran, l'adaptation de Kaguya-sama me rappelle pas mal un autre animé de Shaft qui a rien à voir. Sayonara Zetsubo Sensei.
Là aussi, c'était une espèce de débauche de gag, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement commun dans la composition des plans et dans l'esthétique très épurée. Maintenant, si je ne devais garder qu'un seul épisode de Kaguya, je pense que ce serait le 5e. Je veux dire, à l'échelle d'un monstre tentaculaire comme A1 Pictures, cet animé c'est plutôt une production modeste. C'est pas tellement que c'est moins bien ou quoi que ce soit, mais disons simplement que c'est souvent une alternance de plans fixes et de gros moments de character acting. C'est une fine alchimie qui, selon moi, est vraiment exceptionnelle pendant les épisodes 5 et 12. Mais le 12, je peux pas vous le montrer, parce que je suis pas un L'épisode 5, par contre, profite vraiment des storyboards de Kei Oikawa pendant toute la scène de volleyball là. Excusez-moi, hein, j'interromps une seconde, mais ce plan-là, cette chute me fait beaucoup rire. Ziou! Déjà, la balle en CGI dans le décor, là tout de suite, tu peux pas trop la louper. Ensuite, il y a une vraie harmonie comique et un vrai truc dans l'animation de Hidekazu Ebina pendant toute la séquence de volleyball. C'est con à dire, mais le plan là, il dure en tout 4,1 secondes et la chute en elle-même se fait sur 22 images, en un petit peu moins d'une seconde. Dans ces 22 images, il y a 4 frames de smears distinctes qui se répètent elles-mêmes sur 3 à 4 frames successives, avec un léger mouvement de caméra qui s'intensifie à ce moment-là. Tu ressens l'impact plus par le mouvement de caméra brutal et le léger flou sur les 4 dernières frames, mais ça marche vraiment bien sur moi. Je crois que le pire, c'est quand tu réalises qu'en fait, Shinomiya est tombé tout seul. La balle touchait pas son pied, elle a jamais touché son pied. Hidekazu Ebina, c'est un animateur auquel je suis personnellement sensible, parce que je l'avais pas mal vu sur Yu-Gi-Oh, dont je suis complètement fan. Mais je pense qu'il apporte une vraie identité à cet épisode, qu'on voit bien à travers cette incroyable putain de chute. Désolé, hein, je pourrais la regarder toute la journée. Et tant que j'y suis, je garderai aussi de côté l'ending et la danse de Chika. C'est une très belle séquence, bien chorégraphiée, avec un joli travail de rotoscopie de Naoya Nakayama. Kevin de Sakuga Blog parlait sur Twitter d'un biais de la part du staff pour le personnage de Chika. Imaginez chez vous que les gens de la production aiment tellement dessiner ce personnage que proportionnellement, elle est beaucoup plus importante dans l'animé que dans le manga, que ce soit en termes d'exposition ou même juste de character acting. Un autre gros point fort de l'animé sur le manga, c'est aussi bien évidemment le son. Là concrètement, ça passe par des comédiens de doublage qui donnent tout spécialement Aoi Koga, la voix de Kaguya, dont on peut vraiment voir évoluer le jeu au fil de la saison. Le personnage affiche de plus en plus d'émotions, que ce soit à l'audio ou en termes de character acting pur. C'est vraiment quelque chose de palpable. Mention spéciale aussi à Yutaka Aoyama, dans le rôle du narrateur, beaucoup trop à fond. Ça donne vraiment une dimension profondément comique à quelque chose qui n'était pas excessivement à la base. Pour ce qui est de la musique, eh bien sachez que j'y connais absolument rien. Elle fait le boulot correctement, je pense. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur cette piste-là. Celle-là, qu'on entend une fois quand ça parle de Zizi. Ça, je connais ça. C'est You Spin Me Right Round de Dead or Alive. J'adore cette chanson. La saison 2 vient à peine de commencer et elle confirme déjà absolument tout ce qui était cool dans la première et même encore mieux. Et ça, je pense vraiment que j'y reviendrai un jour. Cette séquence-là, du deuxième opening, vous avez peut-être pas remarqué que c'était une référence à une pub de bagnole des années 80, mais maintenant vous sachez. C'est très marrant. Tout ça pour dire, regardez Kaguya. C'est disponible sur Wakanim si jamais les images que vous avez vues depuis le début de la vidéo vous intéressent. Je suis pas affilié ni payé pour dire ça, c'est juste que c'est vraiment préférable à du piratage. Le manga a toujours pas été édité en France et je sais pas s'il le sera un jour. D'ailleurs j'y pense, mais il y a bientôt un live action japonais tiré de Kaguya qui va voir le jour. Mais en fait les copains, si ce que vous cherchez c'est une série avec des vrais acteurs qui jouent un couple et qui se bagarrent en huis clos avec des plans fixes, ça existe déjà. Plus sérieusement, si vous avez vu Kaguya-sama et que vous souhaitez retrouver un petit peu de cette magie-là, avec deux adolescents un petit peu cons qui se regardent de loin en se touchant du bout des doigts, je peux aussi vous conseiller Karekano, un autre animé sur lequel j'aimerais bien revenir un jour. Je peux aussi vous conseiller de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et surtout d'en discuter en commentaire. Les dessins utilisés pendant la vidéo ont été réalisés par la dessinatrice Kat Kendall, avec laquelle j'écris une BD, dont j'avais déjà parlé, mais avec laquelle je vais vraiment prendre le temps de vous saouler à chaque outro. J'ai aussi un Tipeee si vous avez envie de me soutenir financièrement, ça n'engage à rien, mais ça m'aiderait beaucoup effectivement. Pour l'heure, je vous dis à la prochaine fois, bisous tout doux.